Est-ce que tu as le chiffre des ventes d'hier, par exemple? Oui, alors, hier, on a dû faire, 1,4 million, ouais, on a fait 1,4 million. Le plus gros succès, c'est Boca, parce que c'est un dentifrice qui, quand il a été racheté, ça faisait, 7 000 000 ou 8 000 000, je crois, de revenus. Alors là, on passe en run rate plus de 100 millions. Ah, c'est incroyable, quoi. Ces marques, tu les achètes comme ça aujourd'hui, mais elles ne vont pas croître pour toujours. Il faut en permanence opérer la marque. Tu as toujours un Chinois qui va venir pour essayer de te manger sur ton marché. Et si tu fais pas attention, bah, tu vas te faire déloger. Et à partir du moment où tu perds ton ranking, en fait, tu tombes dans les tréfonds d'Amazon et c'est Et c'est fini, ouais. En 4 ans, vous êtes passé de 0 à 400 millions. Ça, c'est assez, incroyable, quoi. le premier truc, je dirais, c'est il faut bien acheter. Et bien acheter, ça veut dire Donc aujourd'hui, on accueille, Pierre Poignant qui actuellement, mène, Essor, qui est, je pense, d'assez loin le plus gros vendeur, Amazon, français, je pense. Heu et qui est un des seuls agrégateurs qui actuellement, semble être en vie et semble bien fonctionner. Et tu as aussi, par le passé, fondé Lazada, qui est un leader de l'e-commerce en Asie du Sud-Est, donc on est ravis de t'avoir. Et donc est-ce que tu veux un peu te présenter, un peu nous donner les grandes lignes, de ce que tu fais actuellement? oui, merci Paul et Stan. Je suis très content d'être là aujourd'hui. J'ai écouté plusieurs épisodes j'aime beaucoup les guests que vous invitez, tout ça. Donc très content de faire partie des Trilliards aujourd'hui. Alors, pour me présenter, je suis Pierre Poignant. Je suis breton d'origine. Je suis de Quimper. Alors comme tous les Bretons, on regarde le large, hein. Donc j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Je suis parti en 2001 au MIT, après l'école polytechnique. Je suis parti au MIT à Cambridge. J'étais informaticien, hein, des études de computer science, hein, entre guillemets. Et là-bas, j'ai rencontré mon épouse, qui est singapourienne. Alors, je commence par ça parce que ça explique beaucoup mon parcours. Mmh. Donc après un petit peu de temps chez McKinsey, à Paris. En fait, on est parti à Singapour en 2009, et j'ai vraiment adoré cette région, l'Asie du Sud-Est, etc. Alors, vous êtes en Thaïlande, si je comprends bien, et je pense que vous devez partager mon opinion là-dessus. Et donc, on est resté là-bas, on a fait notre vie là-bas. Et en 2012, j'ai intégré l'équipe de fondateurs de Lazada, qui est une plateforme de e-commerce en Asie du Sud-Est, en Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Singapour. On en reparlera, je pense, un petit peu. On a monté le business, on l'a fait croître, on l'a revendu en 2017 à Alibaba. J'en suis devenu le PDG pendant 2 ans, qui était une expérience extraordinaire. J'étais à l'Excom d'Alibaba, tout le temps à Hangzhou, etc. Et ensuite, en 2020, en plein Covid, je suis revenu en Europe. Alors, entre-temps, j'ai deux petits enfants qui sont des ados aujourd'hui, Amélie et Emmanuel. Et on voulait, c'était aussi une considération de leur donner l'expérience en France. Donc, on est revenu quand ils étaient en collège en France. Et donc, je suis à Paris depuis 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. Et depuis Paris, j'ai monté avec quelques autres une boîte qui, au début, s'appelait Branded, puis maintenant s'appelle Essor, qui est un agrégateur, comme vous le dites, hein, mais alors j'espère bien plus, donc qui achète des petites marques, beaucoup Amazon, pour les faire grandir en omnicanal. Et voilà, après 4 ans, on a beaucoup bossé, on est très présent, donc on est essentiellement présent aux États-Unis et plutôt dans les secteurs de beauté, personal care, avec aussi un peu de produits pour la maison. Et je crois qu'on a pas mal d'amis en commun, via cette expérience, donc je pense qu'on en parlera aussi. OK. Et notre productrice avait noté dans ses recherches que tu avais fait de l'e-commerce en 2001, 2002, 2003 sur eBay. Ça ressemblait à quoi? Ouais, alors moi, j'ai toujours eu un peu cette fibre, entrepreneuriale, même ça remonte en 99. J'avais, créé une petite boîte avec des amis à Polytechnique, où on faisait de l'arbitrage, sur le on va dire, enfin, on vendait des vues, sur des portails internet, hein. C'était, le tout début, il fallait que nos clients cliquent pour gagner des points, et cetera. Et donc on faisait un peu d'argent comme ça. Ça s'appelait Olalou à l'époque. Et puis après, ça a pas duré longtemps, mais après, quand j'ai rencontré mon épouse, en fait, j'étais aussi, je suis allé dès 2002 à Singapour. Et là-bas, j'ai rencontré des gens. Il y avait, dans un bureau de poste, pour tout dire, il y avait un monsieur qui venait tous les jours et qui amenait un sac énorme, heu, des quantités énormes de montres qu'il vendait partout dans le monde. Et donc je me demandais: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis il expliquait que c'était des montres qu'il vendait sur eBay.
et donc on a un petit peu regardé, j'ai un petit peu regardé à l'époque, donc c'est 2002, hein, il y avait, c'était un peu le wild wild west et donc il y avait de l'arbitrage partout à faire, notamment sur l'électronique, dans plein d'objets entre l'Asie et l'Europe. Bon, tout ça, ça a bien évidemment complètement disparu et on pouvait racheter des téléphones, des montres, des appareils photo 40 moins cher sans la TVA, en Asie et les vendre, bah, avec 20 de discount aux clients en Europe et c'est ce que j'ai fait pendant, on va dire 2 ans, un peu 1 an et demi, 2 ans, sur tout un tas de catégories. C'est les montres effectivement qui marchaient le mieux. Donc j'ai eu une expérience eBay, et c'était en France la grande époque eBay, hein. Il y avait, Mmh. énormément de vendeurs, ce qui ensuite ont un peu disparu. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça a tout cette émulsion, qui existait au début des années 2000 sur internet, sur eBay, en France, à Paris. Il y avait des conférences de vendeurs, où les gens parlaient, s'échangeaient et cetera. Tout ça qui a un petit peu disparu ensuite et c'était une époque, vraiment sympa et puis bon après, alors déjà, il fallait collecter payer la TVA. J'ai pas vraiment pris ça en compte dans mon business model et cetera, plus d'autres puis après je suis parti faire autre chose. Voilà, mais c'est ce que j'avais adoré cette expérience du e-commerce qui m'a ensuite, un peu inspiré au moment de partir, dans l'aventure Lazada. OK, et ça atteint quelle échelle? Est-ce que tu aurais pu continuer comme ça ou tu dis, «C'est pas suffisant pour que vraiment ça justifie», Non, alors en fait, je travaillais, hein, en parallèle, mais ouais, d'accord. je faisais, le matin 10, 5 à 10 ventes par jour, sur des téléphones qui font, tu vois, 80 €, donc c'était pas négligeable et je faisais, 20 € de profit peut-être sur chaque vente. Alors tu vois, donc quand tu c'est juste au En moment double où, encore une ouais, fois, ça ouais. devient, quasiment profitable et tu peux en faire quasiment ton Mmh. métier, mais j'ai décidé de faire autre chose. C'était assez, pénible. Puis après, j'avais un gros problématique de supply. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille en Asie pour récupérer des téléphones, que je les amène en France, passer la douane et cetera. Bon, il y avait tout un tas de logistique, quand même aurait dû se complexifier. Puis finalement, on n'a pas continué tout simplement. D'accord, et ensuite du coup tu as enchaîné avec McKinsey où tu as quand même passé beaucoup de temps. Heu, Ouais. p pourquoi pourquoi avoir rejoint pour être resté aussi longtemps et pourquoi finalement en être parti, heu, pour ensuite, aller vers Lasdar? Alors McKinsey, qui était moins connu qu'aujourd'hui, en France en tout cas, c'est toujours, c'est une superbe école, hein. En tout cas, c'est, comme ça que moi j'avais voulu y aller avant j'avais une éducation, tout ce que j'avais était j'étais, software engineer chez BNP Paribas pendant 2 ans, très, très technique en fait et puis je voulais, apprendre un peu plus, le monde de l'entreprise et cetera, du business. Donc je suis allé un petit peu, je peux dire comme ça, c'est pas exactement le cas, mais c'était avec une idée de faire, de d'avoir une éducation un peu MBA entre guillemets que je suis Mmh. parti. Puis j'ai beaucoup aimé le métier. J'ai vraiment aimé le métier, j'ai aimé les collègues avec qui je bossais. Ça m'a aussi permis d'aller en Asie et donc finalement de fil en aiguille, j'y suis resté, quasiment, 8 ans. Et puis après, donc j'étais en Asie, chez McKinsey aussi à Singapour et là ce qui se passe, c'est qu'on doit beaucoup, beaucoup, voyager parce que tous il y a peu finalement de clients à Singapour et donc j'ai des clients en Philippines, en Australie, en Inde et cetera et là, c'était clairement complètement incompatible avec le fait d'avoir des enfants. En tout cas, de comment j'aspire, à les élever à fond et j'aspire pour ma vie de famille. Donc du coup, j'ai arrêté pour rejoindre l'équipe de Lazada. Alors même si c'était, très intense Lazada, en fait, la grosse différence, c'est que dans le conseil, on ne maîtrise pas, son emploi du temps. Enfin, on est tributaire Mmh. des projets avec ses clients et donc si les clients disent: «Bah, demain, c'est 8 heures, tel jour, telle heure, à tel endroit», bah, on est un petit peu obligé d'y aller. Ce qui est pas le cas quand on est, entrepreneur, même si on travaille énormément. En fait, on est beaucoup plus en maîtrise de son propre agenda, de comment on construit sa vie professionnelle et c'est ça qui était important pour moi. Et donc Rocket Internet, ils te recrutent et j'ai toujours été curieux comment c'est structuré. Ils te proposent un salaire fixe, j'imagine qu'ils donnent un budget en disant: «Vous allez ouvrir Lasda». Je sais pas à quel niveau d'avancement c'était à ce moment-là. Est-ce qu'ils te donnent de l'équité? À quoi ça ressemble, à peu près? Oui, alors en fait, Rocket, c'était piloté par c'était piloté par donc les frères Sammer, piloté depuis, Munich et Berlin. Et comment ça marche en fait, c'est ils avaient quand ils montaient des projets, souvent il y avait, une personne en charge du projet.
donc qui est évidemment aspirait à devenir le CEO, mais pas toujours. Et donc dans ce cadre-là, c'était Max Bittner, qui était Mmh. lui, au sein de la Galaxy Rocket en Allemagne, a identifié l'opportunité de faire du e-commerce généraliste en Asie du Sud-Est, et qu'il a lancé, qui a piloté le projet depuis «l'Allemagne» entre guillemets avec Rocket. Et ensuite, il est venu, au moment du lancement, en Asie du Sud-Est quand c'était, oui, ça a été lancé, ils ont levé de l'argent. Et c'est à ce moment-là qu'il a recruté entre guillemets son équipe autour de lui, son équipe de fondateurs. Et moi j'ai rencontré Max, hem, au début de l'année, 2012, ouais, début de l'année 2012. Et puis, on a bien fité. Et puis, voilà, je suis devenu le CEO de Lazada. Oui, effectivement, en fait, comment ça marche, c'est que le Rocket avait des budgets, et un petit peu tous les mois ou tous les 2 3 mois, allouait le budget en fonction des résultats et de l'avancée de la boîte. Donc il se trouve que certaines, ventures, c'est comme ça que c'était appelé, pouvaient fermer au bout de 6 mois si les KPI n'étaient pas, on ne suivait pas nos KPI. Donc et Mmh. moi, quand j'ai rejoint Lazada, tout au début, on s'est pris un gros coup de pression parce qu'on avait des petites problématiques heu, de profitabilité et de croissance tout au début. Enfin, surtout de profitabilité. On avait dû montrer, on nous avait donné: «Oui, vous avez 2 3 mois pour montrer que vous êtes capable de turn around, vos KPI». C'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, ça a très bien marché, bien évidemment. Je suis curieux de l'impact de Lazada sur le marché parce que j'ai l'impression que du coup, ils ont totalement préempté Amazon et que Amazon ne sera jamais en Asie du Sud-Est en fait. Est-ce que c'est Oui, correct? alors, Parce que en fait, alors je vais peut-être, expliquer l'Asie du Sud-Est, qui est une région que, en fait, au final, en Europe, on ne connaît pas beaucoup. Donc c'est une région immense, c'est 600 millions de personnes. Heu, Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam, Singapour. C'est une région, énorme de Aceh, hein, qui est, au nord, au nord-ouest de l'Indonésie jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a plus de distance que de Miami à Seattle. Donc c'est extrêmement étendu, c'est extrêmement divers. Il y a plein de pays, il y a plein de systèmes politiques, il y a plein d'alphabets, il y a plein de langues. Il y a Mmh. des archipels, il y a des pays qui sont une seule masse, etc., etc. C'est une grande, grande diversité avec, il y a toutes les grandes religions du monde qui sont là. Il y a des gens qui vivent sans se foutre sur la gueule, hein, donc en toute paix. Et c'est une région, absolument, fantastique. Sauf que, quand en 2012, pour se remettre dans le contexte, la région, économiquement, ça allait, enfin, venait de passer, 20 ans très compliqués. Il y a eu la crise en 98 de, la crise asiatique, ensuite la crise du dot-com en 2001, et ensuite en 2008 le GFG. Et donc c'était une région, en fait, qui n'avait pas, qui était un qui ait eu du difficulté de croissance, en tout cas, la croissance évidemment, mais c'est parce que ça partait de pas très loin, mais qui ne s'était pas énormément développée. Et en 2010, il y a eu une combinaison de facteurs qui fait que, et il y a eu de la croissance, ils ont mis derrière eux ces problèmes. Il y a eu, et qui dit croissance, en fait, dit, sur, une base très pauvre, c'est-à-dire que soudainement la classe moyenne accède à avoir la consommation. C'est-à-dire qu'avant, quand vous gagnez, 300 par mois, ce que vous pouvez faire, c'est juste acheter vos habits, manger, et cetera, et vous loger, et il y a rien qui reste pour faire quoi que ce soit. Vous gagnez, 350, bah, soudainement, peut-être que vous avez 50 que vous pouvez dépenser pour votre consommation personnelle. C'est ce qui est arrivé. Donc il y a une croissance de la classe moyenne et une croissance de la consommation extraordinaire, en Asie. Et tout ça dans un contexte où il y avait pas de supermarché, hein, il y avait pas de retail. Dans un contexte aussi où, il y avait pas d'infrastructure internet, les gens n'avaient pas accès à internet. Et à ce moment-là, est aussi arrivé les smartphones, pas chers de Chine. C'est arrivé le déploiement de la 4G de manière massive par Huawei. Donc, et puis tu arrivé Facebook qui a connecté les gens entre eux, connecté les vendeurs, les sellers. Donc il y a eu toute une série de facteurs qui fait que la région s'est extrêmement développée, et l'économie digitale s'est développée de manière massive très rapidement de 2012
à la fin des années, fin 2018-2019. Et tout ça, nous, Lazada, on est arrivé parce que c'est ce qu'on avait ce que Rocket, Max et l'équipe avaient vu. On est arrivé, on a créé une proposition pour, heu, qui matchait bien, cette croissance et bon, après, il y avait beaucoup d'autres boîtes sur la ligne de départ, hein, mais il se trouve qu'en tout cas, en 2015-2016, on est devenu le leader, du e-commerce en Asie-Utilisés. Alors qui n'existait pas avant, hein, mais on était la plus grosse boîte, à l'époque, en 2016-2017, ce qui nous a valu de nous faire racheter par Alibaba. Est-ce que tu sais, j'imagine que tu es plus en contact directement, est-ce que tu sais comment Lazada se porte? Parce que maintenant, ils ont quand même beaucoup de concurrence de notamment Shopee et TikTok Shop. J'ai l'impression qu'il y a un peu le vent en poupe et Shopee notamment a été prêt à cramer, j'ai l'impression, des milliards pour, prendre des parts de marché et que, je sais pas comment Lazada se porte actuellement. En tout cas, en Thaïlande, c'est un peu le ressenti, quoi. Ouais, alors, en particulier après l'acquisition avec, en fait, Alibaba, il y a eu pas mal de difficultés, notamment d'intégration entre Mmh. les équipes, de Lazada un petit peu historiques, qui étaient, Lazada est une boîte très internationale, il y avait énormément d'étrangers qui venaient d'un peu partout. Il y avait aussi des gens de chacun des pays, mais qui voulaient travailler dans une boîte internationale et Lazada est devenue une boîte très chinoise. Beaucoup des décisions, beaucoup de la façon de faire venait de Hangzhou. Donc il y a eu pas mal de clash, et de difficultés d'intégration qui ont été documentées, qui fait que, bah, en fait, la boîte a un petit peu pris de retard, hein, quand c'est une course et qu'il y a des problèmes internes, c'est toujours un sujet et ensuite, ce qui s'est passé, pendant le covid, Alibaba, s'est beaucoup tourné sur sur leur, marché interne et donc en fait, concrètement, ils n'ont pas énormément investi, pendant le covid. Au contraire même, hein, ils ont réduit les budgets et cetera. Alors que de l'autre côté, donc ça, on parle de 2020-2021, Shopee a double down. Pendant le covid aussi, ils ont eu une manne financière avec Free Fire qui était, bah, on fire parce que les gens jouaient sur leur téléphone portable. Ils ont investi tout leur argent dans la croissance de Shopee, et il y a eu, vraiment un écart qui s'est creusé à partir de 2021-2022, hem et qui s'est creusé. Ensuite, après, ce qui a été aussi documenté, Alibaba s'est retrouvé dans tout un tas de problématiques macro, hem, en Chine, qui fait qu'après, bah, il y a eu moins d'attention sur les marchés, d'Asie du Sud-Est et cetera et donc quand TikTok est arrivé il y a 2-3 ans, il y a eu beaucoup moins d'attention je dirais de Hangzhou, sur la compétition, en tout cas c'est ma perception. Alors moi j'ai plus, ça fait, 3-4 ans que j'ai quitté maintenant et la plupart des gens que je connaissais, mais ont tous quitté aussi l'entreprise. Donc je n'ai plus beaucoup de liens, on va dire personnels avec les gens, dans Lazada. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé à partir de 2020-2021. Stan, est-ce que tes enfants connaissent le jingle Shopee ou moi, mon fils, quand il avait 1 an, un de ses premiers mots, c'était Shopee, quoi. C'est ce niveau d'agressivité, c'était partout, à la télé, sur les apps. Et effectivement, je pense qu'il y a eu un énorme delta entre ce qu'était prêt à investir Lazada et ce qu'a investi Shopee. Shopee était très, très agressif. Ouais. Écoute, c'est pour ça que j'ai été obligé d'acheter YouTube Premium, si tu veux, parce que sinon on s'en sort plus, quoi. Avec Shopee. Sinon, c'est Shopee tous les jours. Effectivement, ils ont été très forts niveau jingle, Shopee, effectivement. Il faut leur donner ça. Ouais, ils ont compris en fait que il fallait investir dans la reconnaissance de la marque, en fait, parce que Lazada était beaucoup plus focalisé sur le lower funnel marketing, on va dire, sur l'investissement au moment de la conversion et tandis que Shopee a investi, massivement sur la construction de la marque. Je pense que c'est beaucoup lié à Forrest, qui est le chairman de Sea et Garena, qui est, quelqu'un, que je connais, qui a une très grande, qui s'occupe de la stratégie, qui a une vision assez long terme. En fait, c'est ce qu'il Mhm. a, c'est vraiment, en tout cas en termes d'allocation du capital, évidemment gagner des parts de marché sur le quotidien, mais aussi construire, sa brand equity sur le long terme. C'est quelque chose qui, était important pour Shopee et c'est d'où ces investissements, qui sur le moment paraissent peut-être un peu, n'ont pas forcément un retour sur investissement immédiat. Par contre, sur le long terme, bah, c'est ouais, ça a vraiment, assis, Shopee dans le paysage. Je pense qu'il le rend prenable aussi en Asie. C'est déjà que les expéditions depuis la Chine sont assez rapides, donc il y a beaucoup de stocks qui est mieux à garder en Chine. Et que Lazada, de ce que je sais, a jamais vraiment. Ils ont peut-être quelques entrepôts à Bangkok ou autres, mais ils n'ont pas fait un quadrillage comme Amazon
qui rendrait vraiment très compliqué de les matcher niveau livraison. Et donc, in fine, un nouvel acteur, tant qu'il a la reconnaissance de marque et que les gens achètent, il peut expédier. Il y a pas une infrastructure logistique à matcher, j'ai l'impression que c'est un peu la différence peut-être avec Amazon. Parce qu'actuellement, je me dis toujours, Amazon, ils sont compliqués. Enfin, comment tu viens les chercher actuellement, c'est très difficile, quoi. Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, il faut comprendre que la structure de prix, heu et la structure de supply est assez différente en Asie du Sud-Est que ce que tu peux avoir aux États-Unis. Donc la plupart des vendeurs, en tout cas, alors ça a un petit peu évolué, mais en 2014-2015, le schéma typique d'un vendeur, c'était un vendeur d'origine, donc un Thaïlandais, un Indonésien, d'origine, chinoise, hein, donc qui sa famille, partie de sa famille, venant de Chine, qui a un cousin, en Chine qui s'occupe des usines, qui fait les achats, qui, envoie ça, qui a un cousin à la douane pour s'assurer que tout se passe bien, au moment de passer la douane et qui, stocke ça dans des entrepôts qu'ils ont, familiaux, qui coûtent rien de manière, incrémentale, qui sont un petit peu, dans des conditions un peu olé olé et qui, utilisent de la main-d'œuvre, des provinces du pays pour, faire les commandes avec des coûts totaux qui sont extrêmement faibles et il faut vraiment avoir un effet d'échelle très fort pour, être à la hauteur de ces coûts et il y a certains produits, c'est pas possible et donc ça n'a aucun sens qu'ils soient stockés dans les entrepôts, en Asie du Sud-Est. Donc en fait, il y a une structure de coût, une structure de marge qui est très différente, qui fait que, bah, il y a pas vraiment d'entrepôt comme ça qui s'est développé, en Asie du Sud-Est. Alors il y a des grands entrepôts, mais souvent ils servent, soit d'électronique, soit des biens particuliers, ça doit être bien de marque, où la marge est différente, c'est aussi le prix Mmh. moyen est plus élevé. Donc c'est pour ça que ça s'est jamais, développé. Alors après, ce qui se passe, c'est que les entreprises comme, la Shopee, Lazada ont développé et c'est ce que j'avais fait au début, un service de last mile, donc de livraison des derniers kilomètres. La plupart des commandes sont livrées par Shopee et Lazada. Alors c'est ce que fait aujourd'hui Amazon aux États-Unis, mais bah, Lazada et Shopee pour le coup étaient, en avance sur ce qu'a fait, ce qu'avait fait Amazon sur la livraison du dernier kilomètre. Parce qu'il y a pas vraiment en tout cas, il y avait pas vraiment d'offre de livraison du dernier kilomètre à l'époque. C'est pour ça que nous, on a lancé ça et puis aujourd'hui, hem, la livraison du dernier kilomètre, il y a des effets d'échelle très forts, d'ailleurs plus forts que sur les entrepôts, ce qui fait que sur les acteurs où il y a la densité qui est suffisante comme Amazon ou comme Lazada, Shopee en Asie du Sud-Est, ça fait du sens de faire de la livraison du dernier kilomètre. Mmh. OK. Et donc après on en vient à Branded et comment t'es venue l'idée? Et aussi je m'étais demandé, est-ce que ça te paraissait pas parce que l'échelle de Branded est très impressionnante, mais quand tu viens de Lazada, ça peut presque paraître un peu moins grandiose en fait. Il y a un côté où c'est un peu moins, comment dire? Heu, Partir de zéro et lancer, une marketplace en Asie Sud-Est, je dirais c'est plus risqué et encore plus difficile qu'un modèle qui existe déjà. Donc, comment t'es venue l'idée et à quel moment tu t'es décidé: «C'est bon, maintenant on y va»? Oui, alors, moi j'ai quitté Lazada l'été 2020. Donc c'était juste le moment où il y avait une, grande excitation dans le marché sur le e-commerce. Donc il y avait énormément de Mmh. projets, soit qui cherchaient à être accélérés, soit qui se lançaient. Et en fait, quand je suis sorti, bah, j'ai tout de suite eu, beaucoup de gens avec qui j'ai discuté pour lancer des projets en e-commerce en Europe ou aux États-Unis. Heu, J'avais une non-compete très forte en Asie. Donc c'est un petit peu ce moment qui fait qu'il y avait une excitation, très forte. Pareil dans le bitcoin, hein, si vous êtes, regardiez ça et avec, plein de projets qui se lançaient. Donc et moi alors personnellement, je vois ma carrière comme une suite d'aventures. Donc c'est pas une «comparaison» entre guillemets. C'est que donc j'ai clos le chapitre Lazada. Je pense que comme je l'ai expliqué, la croissance d'un marché, le développement, c'est vraiment, je pense pas qu'il y ait beaucoup de marchés comme ça qui se créent tous les jours, Mmh. où tu puisses rentrer tout au début avec une proposition qui va et puis, surfer sur la vague comme on l'a fait sur Lazada en Asie du Sud-Est. Donc j'ai bien conscience que bon, bah, ça arrive qu'une fois enfin, si ça arrive, c'est déjà bien que ça arrive une fois dans la carrière. Je pense pas que ça arrivera une deuxième fois. Donc je regardais pour
mon deuxième projet. Moi, ce qui m'a vraiment, hem, mmh, qui était important pour moi, c'était, un projet entrepreneurial, c'est-à-dire de construire sa propre boîte et c'était vraiment, quelque chose que j'avais beaucoup aimé chez Lazada. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire, plutôt que de reprendre une boîte existante ou d'intégrer un projet, déjà mature. Donc c'est ce que je cherchais et puis, c'est là où j'ai rencontré mon cofondateur, hein, Ben Kaminski, qui explorait, pour faire cette idée d'agrégateur de marques. Voilà. Alors, nous c'était aussi l'époque, je pense que vous allez en parler, de Thrasio, qui avait rendu cette image assez publique, heu, d'achat de vendeurs sur Amazon et nous, on a tout assez rapidement, enfin, on avait une idée un peu différente. Moi qui étais influé par mon expérience en Asie, qui était de focaliser notre effort sur la construction de marques, de marques qui a un potentiel omnicanal et cetera. En Asie, en tout cas en Chine, la plupart des marques, beaucoup de marques chinoises sont des marques qui à l'origine, heu, ont émergé sur Taobao, Tmall, les Taobao Brands et quand on regarde ce qui se passait aux États-Unis, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'il y a pas de marque qui émergeait d'Amazon, enfin en tout cas à l'époque. Maintenant oui, mais il y avait pas de marque, on dit: «Ah ça c'est une Amazon brand qui est vraiment devenue une vraie marque, omnicanal que les gens connaissent et cetera et ça, c'est quelque chose on a vu, c'est une opportunité. Parce que Amazon prend une telle place dans l'écosystème retail, je parle retail vraiment, hein, que ce soit digital ou physique, que, bah, ça va être un canal de construction de marque. Donc c'est un peu l'angle dans lequel on a voulu, construire Branded. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, acheter des assets, enfin, qui sont beaucoup plus gros et avec des assets qui ont le potentiel de devenir des marques. Donc c'est vraiment ce sur quoi on s'est focalisé. Puis, on a aussi, pris le parti de construire notre entreprise en s'associant avec les propriétaires de marques pour non pas faire, juste une transition d'un mois et puis hop, je récupère les assets. On faisait des transitions de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, en s'associant avec les entrepreneurs pour construire leur marque. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de Branded. D'accord. Parce qu'effectivement, j'ai rencontré Thrasio je viens de revérifier, c'était en septembre 2019 et j'avais été un peu bluffé parce qu'en fait, j'étais à l'époque à une sorte de mastermind à Phuket, en Thaïlande et il y a 2 gars de leur équipe de deal qui étaient venus juste pour 48 heures depuis les États-Unis en business class et après qui sont repartis. Et ce qui m'avait un peu surpris, mais en même temps, je comprends la logique et honnêtement, ils sont pas passés très loin de réussir leur coup. C'est qu'eux, vraiment, hem, certes, ils vendaient un peu l'idée, il y aurait des synergies et autres, mais fondamentalement, eux, ce qu'ils voyaient qui était évident, c'est que et surtout à cette époque-là, ils rachetaient un multiple de x2 et ils étaient valorisés à un multiple de x10, en fait. Et donc ils disaient: «Bah, il y a un arbitrage très clair là-dessus. On achète une boîte à telle valeur, une fois qu'elle est chez nous, elle vaut 5 fois plus, quoi». Est-ce que c'était ta logique? Est-ce que la logique, c'était une synergie ou juste te dire qu'en fait, c'était un point d'entrée pour les marques, Amazon et qu'après tu allais en faire des vraies marques qui, du coup, bien sûr, leur chiffre d'affaires montraient, mais aussi leur valeur de marque montrait liée à la reconnaissance qu'elles ont ensuite, de ne pas simplement être des marques Amazon. Oui, alors, c'est le principe, donc déjà sur l'arbitrage de multiples, hein, que tu évoques, c'est le principe de tous les build-up. C'est-à-dire que quand tu Mmh. as, une petite entreprise qui est focalisée sur un marché ou un produit unique, en fait, il y a beaucoup de risques sur cette entreprise individuelle. Donc de facto, hem, bah, le multiple, le prix d'achat est assez bas. Quand tu la mets dans un portefeuille où on en a, 50 des comme ça, en fait, le risque est beaucoup plus étalé. Donc du coup, la valeur du portefeuille est plus forte. Il y a un effet d'échelle fort et donc il y a une augmentation de multiples et ça, c'est quand tu fais un build-up, c'est beaucoup, la plupart des build-up, ont cette notion d'arbitrage financier. Alors heu, à l'époque, sur les sellers Amazon, cet arbitrage paraissait énorme parce que de x2 à x10, c'est pas commun d'avoir un x5. Alors après, Mmh. ce qui est, un peu moins vrai, c'est que souvent les fondateurs se payaient pas vraiment et donc il faut les remplacer par des brand managers. Donc quand tu regardes et puis aussi quand tu gères une petite boîte, c'était géré de manière un peu «artisanale» entre guillemets et quand tu vas dans une entreprise, bah, tu as tout un tas de processus corporate qui doivent être mis en place. Donc quand tu regardes, que tu rajoutes tous les coûts, l'arbitrage financier est en fait un peu moins fort. Donc nous, très clairement, hem
Bah, on avait ça en tête évidemment. C'est quand tu fais un build-up, tu penses à ça. Mais après il y avait 2. Je pense qu'on a aussi, bien compris que ces boîtes, ces vendeurs, ces marques en fait, bah, c'est pas des annuities. C'est-à-dire que tu les achètes comme ça aujourd'hui, mais d'ici Mmh. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va pas croître, pour toujours. Il faut en permanence Organiquement, ouais. opérer la marque et tu as toujours un Chinois qui va venir pour essayer de te manger sur ton marché, quoi. C'est à peu près ça le jeu et ça, moi, j'avais enfin, on avait une compréhension, très claire de ça. Donc Mmh. du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est focalisé sur des assets, plus gros. Parce que quand tu as un asset plus important, tu es déjà plus établi. Donc alors tu payes plus cher, hein, mais tu as un asset qui est plus établi. Et puis aussi, on s'est focalisé sur des assets où il y avait la possibilité de construire une marque. Donc ça veut dire quoi une marque? Ça veut dire que tu as du recurring business, quoi, tu vois? Des gens qui reviennent. Donc c'est beaucoup dans les consommables, les gens qui connaissent ta marque et qui vont l'acheter. Et puis on a aussi, gardé les entrepreneurs avec nous parce que il faut être humble quand tu regardes le succès d'une marque, tu vois? C'est pas parce qu'il y a eu du succès dans le passé que toi tu vas pouvoir le répliquer. Souvent l'entrepreneur qui a fondé sa marque, il y a une espèce de ce qu'on appelle secret sauce ou tu vois, de savoir-faire ou, de passion qui l'anime et ça, si tu le enlèves le le «fondateur» entre guillemets, tu peux avoir des problèmes si tu n'es pas capable de répliquer ça en interne. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec, avec Thrasio parce qu'ils sont évidemment sur la croissance, tout le monde s'est emballé parce que c'était pendant le covid, donc on a vu, que tout, croît. Tu acquiers, 2 ans après, ça fait fois 3. C'est le covid et cetera, tout le monde s'emballe. Tu avais aussi c'était le moment où Amazon avait déployé, des outils de type, advertising et marketing de manière assez fort. Donc, en fait, quand tout est en croissance, tu dépenses plus sur le marketing, immédiatement tu as plus de résultats et tu as une espèce de boucle vertueuse qui se fait et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Mais bon, bah, comme on voit, ça dure qu'un temps, hein. D'accord et du coup, c'en est où actuellement, heu, Essor? Je sais pas quel chiffre tu veux partager et je sais que tu as mentionné que tu pouvais pas mentionner tout ce qui est dette, mais je suis curieux de savoir comment tu à quoi ça ressemble une structure de dette? Est-ce que, à quel genre de taux tu peux potentiellement prétendre? Quels sont un peu comment ça Ouais, s'organise, alors, nous, on a, si tu veux, après c'est on a aujourd'hui, on fait à peu près 370 millions, 400 millions de revenus, donc Mmh. sur l'année. Donc on est, profitable, on dégage, près plus de 10 au-delà de 10 d'EBITDA sur l'année, donc on génère du cash et cetera. Et donc alors oui, pour, construire ça par acquisition, on a pris de l'argent, que ce soit de lend enfin de lender où tu dois les rembourser chaque année ou d'equity, holder, tu les rembourses quand tu auras entre guillemets, c'est pas un remboursement, mais qui feront un retour sur investissement au moment de la vente de l'entreprise. Donc, ça c'est notre, en anglais on appelle ça, c'est notre balance sheet qu'on doit gérer, avec, des retours de nos investisseurs qui est le métier, enfin qui est c'est Mmh. vrai dans toute structure qui prend de l'argent d'investisseurs, que ce soit de la dette ou il y a d'autres de la dette ou de l'equity, doit avoir ça en tête et va donner, travailler pour donner un retour sur investissement à ses investisseurs. Donc c'est un petit peu ça ce qu'on fait. Alors comme tu dis, oui, on ne va pas communiquer sur ces chiffres qui sont bien évidemment très confidentiels, heu, de la part de nos investisseurs. D'accord et de ce que je comprends après dans les agrégateurs, tu sais, c'est pas peut-être 8 sur 10, 9 sur 10 qui sont plus ou moins, morts actuellement. Heu, Pourquoi vous en sortez mieux que les autres? Est-ce que c'est parce que tu dis, vous avez fait des acquisitions un peu plus grosses, et on va dire plus qui pouvaient plus durer dans le temps? Est-ce que c'est juste que vous avez été meilleur opérationnellement? J'ai l'impression qu'opérationnellement, en fait, de tous les gens que j'ai parlé qui ont quitté Fraision, c'est dur de comprendre à quel point c'était, n'importe quoi, en fait. Ils ont grossi tellement vite. Je crois qu'ils ont fait 400 acquisitions, enfin un chiffre absurde. C'était intégré tout et n'importe comment. Ils ont fait des énormes erreurs en termes d'achat, d'inventaire. Hem, mais du coup, est-ce que tu placerais la différence là principalement? Et comment vous avez fait pour justement gérer enfin de passer encore une fois en 4 ans, vous êtes passé de 0 à 400 millions, ce qui est quand même, enfin c'est assez, incroyable, quoi. Ouais, alors, il y a, tout ce que tu évoques et je pense est assez vrai et joue un rôle. Le 1er truc, je dirais, c'est il faut bien acheter. Ça, c'est vraiment important et je Mmh. pense que, par toi, ce que vous faites dans vos activités, vous comprenez bien, si tu as un bon produit, en fait, quand tu fais du commerce, c'est assez simple, hein, du e-commerce. Tu as un bon produit au bon prix,
ça devrait aller pour toi, quoi, tu vois? Donc il faut bien Mmh. a il faut bien acheter. Alors je crois on a fait des erreurs, hein, comme tout le monde, mais notre proportion d'erreurs est au final assez faible et bien acheter, ça veut dire acheter des Ah mais produits, bien des belles acheté, ça veut marques dire si tu veux, des produits qui ont de la longévité, mais aussi de pas payer, trop cher. Alors pas payer trop cher, c'est toujours relatif, hein. Comme je te disais, on a payé peut-être plus cher en termes de multiples, mais elles ont été plus stables, nos boîtes ont été plus stables, il y a eu de la croissance et donc du coup, au final, on n'a pas pris trop de, trop de dettes justement et qu'on ne pouvait pas rembourser. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait, cet aspect achat, et acquisition est extrêmement important. Le 2e truc, effectivement, on a déployé des moi je suis, je sais ce que c'est, enfin j'ai déjà vécu de faire croître une entreprise de 0 à quand je suis parti de Lazada, ça faisait 15 milliards de GMV. Mmh. Je Se focaliser sur les opérations, sur le back-end est absolument critique. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, dès le jour 1 et on a pu absorber, il y a eu pas mal de chocs, de type, supply chain, je sais pas si tu te souviens, les coûts des containers se sont envolés, il Vous y a eu arrivez au des moment, délais et cetera 2020, c'était ouais, et compliqué. donc tout ça s'est passé, mais en fait, au final, on a absorbé ces chocs, hem, de manière, un peu plus, je dirais, peut-être probablement meilleure que les autres. On s'est aussi, beaucoup focalisé dès le début sur le développement produit, qui était, ça c'était en collaboration avec les entrepreneurs. Parce que, c'est un peu ce que j'évoquais avant. On a bien compris que les produits qu'on achète, c'est pas des annuities, c'est-à-dire que ça va pas rester là, pour toujours. Alors, Mmh. si tu achètes un drap blanc, peut-être OK, mais même ça, tu vas toujours avoir des, hem des choses qui doivent développer. Alors, dès le début, on a on a investi, enfin, on a déployé des équipes, des opérations pour, remettre à jour en permanence notre catalogue produit. Donc soit développer des nouveaux produits complètement, soit, des variations, faire évoluer couleur, size, en fonction des feedbacks clients et cetera. Donc ça, on l'a fait, très tôt et ça nous a vraiment bien aidé. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'agrégateurs qui ont modélisé, heu, qu'en gros les ventes allaient se maintenir naturellement, voire même augmenter. En fait, l'e-commerce augmente, on va augmenter. Alors que sur Amazon, c'est très, très rare, ça peut exister, il y a quelques produits, mais généralement, si il y a pas de travail qui est effectué au fur et à mesure, il va y avoir une forme d'érosion avec la compétition qui arrive, hem et ça, je pense que Ah, beaucoup c'est de clair d'agrégateurs et ont en fait, on sous-estimé. sait très bien que Ouais. si tu tombes en dessous de si pas dans les 3 4 premiers rankés, tu as un effet, Ça tomber de la falaise qui est très fort. Donc en ça fait, conditionne. Mmh. tu rachètes un produit, qui est très bien ranké, pour prendre les termes d'Amazon, quand les clients search, recherchent pour, je sais pas, produit pour barbe, c'est dans les 2 3 premiers. Mais en fait, si tu ne travailles pas sur ton produit en permanence, bah, tu vas peut-être pas rester là parce qu'il y aura, peut-être un nouveau vendeur qui va venir avec, une, une senteur, différente qui est plus, qui est, je dirais, plus, à la mode. Peut-être qu'il va avoir un pack size qui est plus grand ou plus petit, avec un prix, plus faible ou par utilisation et cetera. Donc ils vont venir avec des angles différents pour, te déloger de ta place et si tu fais pas attention, bah, tu vas te faire déloger et à partir du moment où tu perds ton ranking, en fait, tu tombes, plouc, et heu et heu et c'est pas une érosion 5 par an, c'est tu tombes, tu fais -40 sur une année et puis voilà, après tu es, dans les tréfonds d'Amazon et c'est très compliqué Et c'est fini, ouais. de récupérer, quoi. Donc c'est, voilà, c'est ce qui s'est passé, je pense, sur pas mal de d'agrégateurs qui étaient aussi, dirigés par des gens, parfois venant de la finance et qui ont pas compris ça et qui ont pas investi dans les opérations, dès le début. Notamment ce que faisait Thrasio, je pense, qui était une grosse erreur. Bah, déjà, ils avaient tendance à beaucoup augmenter les prix, en fait et en fait, se rendre compte, en fait, si tu augmentes les prix pendant une semaine, 2 semaines, tu risques et tu dérankes, bah, il y a rien de garanti qu'après tu redescendes et que ça revienne au même niveau, quoi. C'est tu prends un risque à chaque fois et de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'avait dit, parce que j'ai un ami à moi qui a racheté, toutes les pires marques de Thrasio. Donc je crois qu'il a racheté, 30 millions de ventes pour, 0 en fait. Ils ont dit: «Tiens, c'est pour toi, débarrasse-nous de ça» parce qu'il y avait tellement d'inventaire qu'en fait, ça leur coûtait, des dizaines de milliers de dollars, par mois dans les entrepôts externes. Et ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils voulaient à tout prix pouvoir, dire aux investisseurs qu'ils avaient des très, bons grosses profits et ils incluaient pas, du coup, dans leurs grosses profits les coûts de publicité
Et donc, en fait, ils dépensaient, ils avaient énormément de publicité en mettant des prix hauts. Ce qui, sur Amazon, ça peut rapidement ne pas fonctionner. Parce qu'en fait, si tu as un mauvais taux de conversion, tu peux dépenser autant que tu veux et même faire beaucoup de ventes organiquement, tu vas acheter. Et donc, notamment, ils avaient plein de théories où ils étaient 2 fois plus chers que tout le monde. Ils dépensaient, ils avaient 60% d'ACOS, 40% de TACOS, enfin des chiffres absurdes. Et finalement, ça a fini par casser à un moment donné. Euh, ok. Et en termes d'équipe, ça ressemble à quoi actuellement, Essor? Donc on a des équipes. Alors, comme on a construit la boîte pendant le Covid, on a un peu recruté où les gens étaient entre guillemets. Donc, on est extrêmement dispersés dans le monde. Donc, on a une équipe, Mhm. je dirais le cœur opérationnel de la boîte est, on va dire à Paris. Donc c'est là, entre guillemets, j'ai tous j'ai, plus de la moitié de mon excom qui est à Paris avec, tous les, en particulier la plupart des fonctions, je dirais de type, plateforme. Tu vois? Mhm. Marketing, supply chain, les gens qui travaillent sur Amazon ou le commercial Amazon, la finance, tout ça c'est basé à Paris. Donc ensuite, on a aussi des équipes, assez importantes aux États-Unis. Donc, là, tu vas retrouver plutôt des équipes qui sont sur les marques, heu, aux États-Unis ou le marketing. Donc notre équipe qui fait le retail, donc on a une équipe retail, donc qui vend à Target, Walmart, par exemple. Cette équipe, elle est basée à Minneapolis. C'est là où il y a le siège de Target. On a un petit bureau d'ailleurs à Minneapolis, donc on a des bureaux aussi à Minneapolis. Et ensuite, on a une équipe qui fait des marques qui est basée autour de Boston. Donc on a, en fait, nos marques type, Boca, Puracy, Kinutrends, Fresh Cap sont nos marques, un peu, iconiques, dans le consommable. Les équipes sont basées à Boston. Donc, voilà, donc on a quelques autres, après on a des gens dispatchés aux US. Ensuite on a, donc ça c'est un peu le cœur de la je dirais le cœur de l'entreprise entre guillemets, ces deux pôles. Ensuite on a des bureaux, dans d'autres endroits, donc on a des bureaux en Chine pour gérer nos fournisseurs chinois. On a un bureau très important à Manille, aux Philippines. Donc déjà il y a une tradition assez forte de gens qui travaillent sur Amazon pour les US, Mhm. aux Philippines. Et ensuite moi, bah, par Lazada, en fait, il y a énormément d'anciens de Lazada qui travaillent au bureau. La patronne de notre bureau, c'est une ancienne de Lazada. Et donc, on a plus d'une centaine de personnes qui font tout un tas d'opérations pour toutes les fonctions qui sont basées à Manille. C'est un super bureau avec des super talents. On a aussi un bureau au Portugal, un petit bureau au Portugal. Il y a pas mal, au début, l'équipe finance, mais en fait, il y a pas mal de gens là-bas, dans toutes les équipes, parce que c'est agréable de vivre à Lisbonne. Et puis on a un bureau au Mexique et ça, c'est très lié à la time zone des US et puis aussi parce que le fondateur de Viking Revolution qui est une autre de notre marque, iconique de Essor, c'est une personne d'origine mexicaine. Donc beaucoup de son équipe, il est toujours chez nous, il est toujours avec nous, Victor. Son équipe est toujours basée, au Mexique, à Mexico. Donc voilà, donc on a des équipes. On avait racheté aussi un vendeur, des marques, où le vendeur était basé en Angleterre, donc on a des gens en Angleterre, qui datent de cette acquisition qu'on avait fait 5 ans, il y a 5 ans. Donc, on a aussi Mhm. des gens en Angleterre. Et ça fait combien de personnes au total? C'est quoi? C'est On a à peu près 300 personnes, dans le monde. 300 personnes. Donc Ok. on a une quarantaine à C- Paris, un peu plus, 45 à Paris, on a une quarantaine aux États-Unis, puis, voilà, le reste un petit peu dispatché comme je viens de l'expliquer. Ce qui reste un bon ratio parce que ouais, c'est moins d'une personne par million d'euros de revenus. Et avec beaucoup de personnes aux Philippines ou en Chine où forcément les salaires sont un peu moins élevés. Oui, alors on a pas mal, déployé de technologies depuis le début, qui nous donne beaucoup de gains en productivité. C'est-à-dire que déjà, toute la donnée, maintenant on a toute la donnée dans nos data warehouse, hein, donc et on a énormément de rapports qui sont disponibles à tous les collègues et puis ensuite on a énormément Ça, c'est automatisé beaucoup purement de développé en processus. interne ou vous avez quand même utilisé des outils externes ou vraiment c'est votre propre Non, on a tout ERP? développé, on a tout Ok. développé en interne. Donc on a alors ce qu'on fait, c'est pas très compliqué entre guillemets, on a un ERP qui est NetSuite, donc c'est pour gérer toute notre Mhm. partie financière, donc les stocks et cetera. Donc tout ça, c'est géré dans NetSuite. Ensuite, on a un data warehouse, donc qui est Snowflake, qui est, où on dump toutes nos données, y compris celles de NetSuite, dedans ce data warehouse. Et après,
Et en fait, quelque part, le cœur de ce qu'on fait en tech, c'est vraiment de récupérer toutes ces données et de les mettre dans le data warehouse. C'est vraiment une grosse partie de Mmh. l'effort. Et après, sur ce data warehouse, on fait tourner tout un certain nombre de processus et d'outils, d'algo sur le data warehouse. Alors, ce que j'expliquais, en fait, c'est aujourd'hui, avec les outils IA que tu peux plugger tes outils sur ton data warehouse et en fait, très rapidement, tu peux faire des processus un Poser peu des comme tu questions. veux, poser des questions. Alors, pour ça, on le fait pas trop parce que c'est pas encore, ça marche pas très bien. Mais par exemple, tout ce qui est service client, aujourd'hui, on a des processus N8N, hein, je sais pas si c'est ces agents qui, dès qu'on a Mmh. une question, on a, je sais pas 20 sites, il y a les clients, posent des questions et en fait, on peut, traiter tout un certain nombre de demandes, via ces processus, qui se connectent à Shopify, qui se connectent à N8N, qui se connectent à Recharge, qui est notre outil de souscription et qui processe ce que veut faire le client. Et donc on a pas mal développé d'outils comme ça, qui ont beaucoup augmenté, dans le temps notre productivité, ce qui nous a permis de grossir sans grossir les équipes, tout simplement. D'accord. Et comment c'est structuré? Parce que nous, on a une structure où en fait, on a des gens qui gèrent un portfolio de produits sur Amazon, et ensuite on a plus ou moins mutualisé, le reste, donc la logistique, ainsi de suite. Vous, à votre échelle, est-ce que vous avez choisi d'avoir plein de petites équipes? En fait, on réfléchit toujours à est-ce qu'on crée des grandes équipes horizontales, donc une énorme équipe logistique, une énorme équipe, achat, peu importe, ou est-ce que c'est mieux de diviser par portefeuille et dans notre cas, je pense par marque et avoir, une personne qui gère, Amazon, une personne qui gère la logistique dans ce portefeuille, ainsi de suite? Comment vous avez choisi de structurer l'équipe, Oui, alors nous, on a, aujourd'hui, 4 ans après, on a quand même des marques qui ont des cycles de vie assez différents, tu vois? Donc on a Mmh. des besoins, très différents de marque à marque. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé le portefeuille un peu en 6 et donc bon, plus business unit, donc parfois c'est des marques uniques, parfois c'est des groupes de marques. Donc on a Boca, par exemple, qui est notre, dentifrice, qui est une marque, qui est une business unit et dans cette business unit, en fait, on a, toutes les fonctions. Heu, Mmh. Sachant que certaines de ces fonctions sont quand même rattachées à une fonction plateforme, avec un impératif d'utiliser les processus, la technologie de la fonction plateforme. Donc, par exemple, la supply chain, tout ce qui est logistique, achat, ça reste, même s'il y a des gens dédiés, ça reste centralisé. D'accord? Pareil pour la finance. Après le marketing, par exemple, on a beaucoup, décentralisé, même si on a des fonctions, un petit peu tout ce qui est performance marketing, c'est géré de manière centrale. Donc, tu vois, on a tout ce qui est la gestion de DSP, PPC, et cetera. Tout ça, c'est géré de manière centrale et ça sert comme une agence, en fait, les différentes fonctions. Aujourd'hui, on est moins centralisé que ce qu'on, l'a pu l'être. Heu, Pourquoi? Pas mal parce que les différentes marques ont des besoins assez différents. Heu, donc on a un petit peu décentralisé. Alors après, ce que ça donne, c'est que ça donne, tu as toujours un peu des tensions entre les équipes verticales et les équipes horizontales, Mmh. quel que soit, je dirais, le système que tu choisis ou les équipes, tu vois, verticales, donc les marques et cetera, elles, elles veulent, bah, avoir les Avoir les ressources, processus ouais. qui ouais, avoir les ressources et avoir des processus ou des stratégies qui sont exactement, le besoin de leur marque. Tandis que les équipes horizontales veulent avoir des processus qui sont le même partout, tu vois? Donc tu as toujours, Mmh. et puis, c'est peut-être tu as aussi des problématiques d'allocation de ressources. Donc tu as toujours cette tension qui existe, qui est d'ailleurs, pas forcément une mauvaise tension. Donc Mmh. c'est pas mal Oui, ce que je pensais, par de exemple, par changer, rapport à supply chain, c'est pas mal si chacun essaie de créer un peu de pression mutuelle et qu'au final, ça Ouais, peut fonctionner alors comme après ça. moi, je viens du monde, pour moi là, tous les processus de supply chain doivent être absolument les mêmes partout, enfin, très standardisés pour que tu puisses comparer et benchmarker, tu vois? Donc hem, pour nous, tout ce qui est processus, tout ce qui est supply chain reste, assez centralisé quand même aujourd'hui dans notre structure. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez quand même choisi, j'ai l'impression, de faire enfin, que tout le monde soit dans les bureaux. Donc vous avez vous avez littéralement 9 bureaux, mais est-ce que c'est important pour toi que les gens travaillent ensemble en présentiel? C'est quoi votre politique par rapport à ça? Parce que ça vous différencie quand même pas mal, ça vous rend assez unique, de ce point Oui, de vue-là, c'est alors, en fait les gens oui et non. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, par rapport à une boîte traditionnelle, tu vois? Où, Mmh. nous, effectivement, on a des bureaux physiques, on a 9 bureaux physiques. Néanmoins, la plupart de nos fonctions sont dispatchées. C'est-à-dire qu'il y a très peu il y a pas de c'est très rare qu'il y ait une équipe, qui est dans le même bureau, tu vois? Donc Mmh. hem, même si tu dois,
tu viens au bureau, si tu fais des projets, bah, à chaque fois, tu te retrouves en call avec des gens un peu partout, tu vois? Donc c'est assez rare d'avoir, des réunions d'équipe où tout le monde est, en présentiel, hein, donc c'est pas, c'est, en fait, mais oui, les bureaux, ça sert pour, créer cette ambiance, enfin, cette connectivité, si tu veux, parce qu'il y a plein de choses, qui sont importantes. Alors après, ça aussi dépend de la personnalité des collègues, mais la plupart de nos collègues, ils aiment bien venir, 3 jours. Nous, on demande aux collègues de venir 3 jours par semaine dans les bureaux. Ils aiment bien venir 2-3 jours par semaine, pour, rencontrer les gens, connecter et cetera, hem et avoir cette flexibilité. Je pense que c'est aussi très bien pour l'onboarding, pour les nouveaux collègues. Je pense que Mmh. c'est beaucoup plus simple d'onboarder des gens, en physique, en présentiel, plutôt qu'en remote. Ça, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de succès d'onboarder des gens, en présentiel que quand c'est en remote. C'est là où je vois vraiment la grosse différence, qui existe, ouais. Je suis d'accord t pour le entre le pour le l'onboarding, il y a déjà une question de commitment, en fait. Venir se rencontrer en personne, la personne est beaucoup plus commit à fonctionner et ensuite la partie même training aussi où, tu vois très rapidement si la personne suit, si elle est capable ou pas. Je suis d'accord, nous on essaie de répliquer, ça, mais c'est beaucoup plus dur en remote et un autre truc aussi qui, parce qu'il y a un de mes anciens employés, Benjamin, qui travaille chez vous et il m'avait fait un feedback, quand il est commencé chez vous en disant qu'en fait il avait compris qu'en fait c'était un peu un autre niveau en termes de il m'avait dit en fait il avait retrouvé c'était le bureau de Paris, c'est rempli de players en fait. Vraiment des personnes qui sont un niveau d'intensité en fait, qu'il avait pas qu'il avait beaucoup moins connu avant. Et comment tu expliques que tu as pu attirer des gens un peu de ce calibre-là? Est-ce que c'est parce que y a le projet est très ambitieux? Est-ce que c'est parce que, tu avais un réseau existant et tu avais on va dire un un historique qui te permettait de faire ça? Comment tu réfléchis à ça? Non, déjà, c'est gentil de dire ça, oui, c'est un peu ce que tu dis, c'est alors sur sur Paris, je pense que, on a c'est, tu peux me dire, mais il y a très peu d'équipes qui gèrent, un business aussi gros sur Amazon, sur le marché US. Enfin, Mmh mh. on est assez unique en termes de Mmh. en termes de ce qu'on fait, si tu veux. Déjà, la plupart en France, il y a une sorte de mépris pour Amazon, hein, tu vois? «Ah, vous êtes sur Amazon» et cetera. Et alors que bon, je pense que c'est un peu, ça devrait pas du tout être le cas et quand tu vois, aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Donc on a un business model, ce qu'on fait en termes de contenu, qui je pense, est très différenciant en France, tu vois? Donc et si tu viens là, je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses qui vont te servir pour le reste de ta carrière ensuite. Donc ça, je pense que ça permet d'attirer beaucoup et quelque part et si tu veux, les autres vendeurs, gros vendeurs, devraient faire un boulot là-dessus en termes de communication sur ce type de choses, peut-être un peu mieux pour attirer ce type de talent, tu vois, Paul? Et puis, donc ça, c'est et puis après, c'est ce que tu dis, oui, on a un projet ambitieux, on a des marques sympas et voilà et cetera. Donc tout ça participe, c'est pas mon réseau, les autres gens, tout ça participe, au fait. Et puis après, on s'est mis, c'est très important, on sait très bien que, le résultat, ça va beaucoup dépendre de l'équipe. Donc il faut, recruter les bonnes personnes avec un super niveau, c'est extrêmement important pour le résultat. Donc ça, on l'a fait dès le départ. Est-ce que tu étais très impliqué là-dedans? Tu consacres, quel pourcentage de ton temps justement à recruter des gens, d'ailleurs c'est intéressant, comment tu divises ton temps de façon générale sur une semaine? Ça ressemble un peu à quoi? Alors, on a, moi, ce que je fais, c'est, alors oui, pour la réponse, pour le recrutement, oui, je surtout au début, quand il s'agit de recruter, je passais énormément de temps en recrutement. Alors maintenant, on recrute un petit peu de moins, il y a beaucoup plus je dirais c'est beaucoup plus stable comme équipe, donc tu vois, par nature, je le fais moins, mais, quand ce sont des postes importants, je participe au recrutement. Alors comment je passe mon temps? On a, en fait, on a des meetings un peu structurants dans la boîte, enfin qui sont, et ces meetings ce sont ceux que je chair ou que je participe, de manière, très importante. Alors les meetings structurants, on a beaucoup fait autour de la WBR, ce qu'on appelle WBR, Weekly Business Review. Donc toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, on revoit la performance de la semaine ou des 2 semaines passées par,
par marque, par BU, donc il y a différents, cuts pour le faire ou par canal. Donc ça, c'est important, ça on passe pas mal de temps à faire ça, hein. C'est, quasiment, peut-être une demi-journée par semaine, hein, quand tu prends tous ces Est-ce meetings que ensemble ce et que c'est Benjamin m'a c'est très rapporté, structurant. et je sais pas s'il a exagéré, mais il m'a dit: «Il faut à ce moment que tu connaisses tes chiffres». Tu peux pas juste dire: «Je sais pas», en fait. Tu peux pas dire: «Il s'est passé quoi sur ce produit?» et pas savoir. C'est là que l'attente est assez élevée en termes de il faut savoir ce qui se passe, il faut avoir un plan, et c'est là qu'un peu vous structurez les attentes en termes de Ouais, niveau. exactement. Alors, ce qu'on fait, hem, c'est, on publie les chiffres à l'avance, hein, c'est pas un quiz, hein. Mmh. Généralement, les collègues doivent venir avec les, tu vois, font des commentaires avant, quand on reçoit les chiffres, imagine, on les reçoit le lundi ou le mardi, le meeting est le mercredi. Généralement, les collègues vont commenter les chiffres le mardi ou le mercredi, donc je suis dans un Slack, hein, en disant: «Voilà ce qui s'est passé». S'il y a des trucs si j'ai des questions ou, d'autres collègues ont des questions, les questions vont être posées là. Et après, dans la WBR, en meeting, en fait, si tu veux, idéalement, il y a pas de surprise, dans le sens où, Mmh. tu abordes que des questions, tu vois, on n'est pas là pour mettre les gens à défaut, c'est pas le but de ce type de meeting. Hem, on discute et on pose des questions sur des choses qui seront aussi, intéressantes pour les autres collègues, les autres marques, tu vois? C'est un petit peu ça, et puis comme ça, tout le monde sait ce qui se passe, donc c'est important. Mais ouais, les attentes en termes de chiffres sont importantes, on va énormément dans le détail et ça, c'est un meeting structurant. On a aussi d'autres meetings autour de ça, on a ce qu'on appelle la MBR, donc on revoit les chiffres financiers et ensuite on a des deep dives stratégiques, donc c'est par BU, on a des, heu des slots dans la semaine où on va regarder dans le détail, telle ou telle marque en plus de détails. Donc on a pas mal de et si je prends l'ensemble de ces meetings, je dirais, puis moi j'ai mes one on one, c'est peut-être 20 heures par semaine, tu vois? Si je prends Mmh. C'est l'ensemble, beaucoup, ouais. voilà, donc c'est beaucoup, mais après ça laisse aussi, pas mal de temps pour du un peu enfin, du temps qui est ouvert. C'est-à-dire qu'après, bah, en fonction de tel et tel projet, tel et tel besoin, on va se réunir et cetera. Ou alors j'ai des sujets sur lesquels je vais travailler moi-même, voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je passe mon temps. Généralement, tous les lundis, c'est là où il y a les one on one et le meeting d'équipe. J'ai mon excom, on fait ça le lundi. Le mercredi, c'est là où j'ai on a nos meetings de performance. Le jeudi, c'est nos meetings de mardi et jeudi, c'est les meetings de projet. Vendredi, généralement, il y a un peu moins on a un peu moins de meetings, les gens travaillent pour eux, souvent. Et du coup, c'est quoi comme rythme de travail pour toi? Est-ce que tu as un 9 to 5 à peu près classique, ou c'est beaucoup plus, ou? Alors comme j'ai pas mal d'équipes aux États-Unis, je travaille souvent le soir. Mais du coup, le matin, Mmh. souvent, je peux être plus calme le matin. Donc on est décalé comme D'accord. ça. Voilà. Et du coup, tu arrives à bien combiner ça avec la famille, il y a pas trop de soucis, ça se gère, Ouais, correctement, alors ça fait longtemps que je fais ça, moi après encore une fois, c'est pas tant la charge de travail qui est importante, c'est l'équilibre que tu as entre vie est-ce que ce que tu fais t'intéresse Mmh. ou pas? Si c'est, tu vois, même si tu as 30 heures par semaine et que c'est l'enfer, ça va t'occuper toute la tête, vaut mieux, 45 heures passionnantes que 30 heures où, c'est l'enfer et après il faut avoir suffisamment de flexibilité sur les horaires pour, pouvoir organiser ta vie de famille. Je pense que c'est final après bon, chaque personne a ses différentes façons de faire, mais pour moi, c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire que si j'ai suffisamment de flexibilité, pour organiser mon emploi du temps, un peu comme je veux, bah, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai ma fille, on a les petites tables avec, ma fille, donc on les rencontre parents-prof. Bon, bah, il y a pas de je le fais de chez moi, il y a pas de problème particulier et je peux m'organiser comme je veux. Genre, voilà, donc on a ça, c'est important, je trouve, plus que la charge de travail en elle-même. Et est-ce que tu ressens beaucoup de stress, ou, mine de rien, vu que tu as fait des choses sur une échelle depuis maintenant, presque 15 ans, est-ce que finalement maintenant tu vois chaque problème comme étant simplement un problème à régler? Comment tu gères ça, au quotidien? Ouais, alors, en fait, tu apprends que si tu es stressé, ça va pas trop, quoi, tu vois? Donc tu vas prendre Mmh. des décisions qui sont mauvaises. Je pense que si chaque problème t'affecte, en fait, tu vas avoir, bah, ouais, tu en auras tout le temps, donc et ça, c'est vrai partout, donc et puis, ça apprend, effectivement de faire ce métier depuis 15 ans, de voir les hauts et les bas. Mais non, Mmh. après il y a des moments où, bah, ouais, on est stressé, hein, ça c'est certain, hein, donc c'est en fonction de tel et tel, tel et tel point, ça peut être la performance du business qui est pas ce qu'on souhaite, ça peut être on n'atteint pas des objectifs, non, ça peut être,
On a des échéances financières Wow. qu'il faut gérer. Ouais, il y a pas mal de choses qui peuvent mettre en stress, bien sûr, pour le C'est partie du jeu, ouais. Et dans du coup, vous avez fait combien d'achats au total depuis le début? En fait, on a fait, on va dire, la première année ou les 2 premières années, on a fait une quinzaine, un peu plus peut-être on a acheté des toutes petites boîtes, donc peut-être une quinzaine. On a fait une quinzaine d'achats et puis là, l'été dernier, on a racheté un gros portefeuille. Bon, on a fait un autre portefeuille, on a racheté plein de marques. Donc c'est dans ce gros portefeuille qui s'appelait Aidé. C'est Mmh. à ce moment-là qu'on a changé le nom de la société, qui est passée de Branded à Essor et on a racheté une quinzaine d'autres marques, D'accord. dans ce portefeuille. Et dans les marques qui ont plus fonctionné, j'imagine qu'il y a des marques peut-être comme Boca. Dans celles qui ont moins fonctionné, comment t'expliques un peu, d'où viennent ces divergences-là? Notamment même au sein de je sais que vous avez racheté, Yalla Pro qui appartenait à Ashley Thompson, que j'avais côtoyé à l'époque. Et de ce que j'ai compris, par exemple, son portefeuille, il y a une partie qui a pas très bien fonctionné, Massage Gun, où c'est peut-être quelque chose un peu de trendy, et une partie qui semble bien tenir, par contre, même s'il y a probablement de l'érosion, qui semble bien tenir, c'est la partie cuisine, la partie moulmeuse. Donc, en fait, moi, je suis un peu arrivé à la conclusion Amazon que il y a un peu, soit il faut aller un peu dans effectivement le consomable beauté, où là il y a des marges plus fortes, il y a possibilité de créer une marque et de créer la confiance qui a de la valeur, ou alors il faut aller vraiment dans la commodité pure, où là c'est juste des produits qui vont rester, qui vont pouvoir se vendre pendant 15 ans parce que c'est les mêmes produits. Et mine de rien, en fait, en plus, ces deux catégories, c'est les catégories qui intéressent le moins les Chinois, alors que notamment tout ce qui est la petite électronique, par où on a commencé, je dirais que c'est un peu là où tu te fais un peu squeezer rapidement. Toi, c'est quoi après avec ces 30 marques, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à ça? Oui, alors, aujourd'hui, on s'est beaucoup focalisé, sur les marques consommables. Donc c'est beauté, personal care, home care et cetera. Donc, beaucoup de nos outils, de ce qu'on fait, c'est là-dessus. Donc c'est sur le repeat. Alors effectivement, on a aussi un portefeuille, qu'on appelle home and living, hein, donc, qui est très important pour nous. Donc, quand tu regardes, en fait, aujourd'hui, soit effectivement, tu as du repeat sur ta marque, tu vois? Donc, là, tu parles plutôt des marques consommables. Donc, même sur une marque où tu peux ne pas être super bien placé, parce que tu as développé une marque où tu as des clients qui te connaissent, qui te repeat, tu vois? Là, tu arrives à t'en sortir parce que les marges sont aussi plus fortes. Donc, tu vois, tu développes du subscribe and save et cetera. Donc ça, c'est un premier Mmh. 1 truc. Tu peux travailler avec du marketing externe pour, faire venir des clients pour faire connaître ta marque et là, même si potentiellement tu es pas hyper bien placé dans les niches où tu es, tu peux quand même, naviguer, naviguer, être, avoir du succès. Quand on parle de produits, plus pour la maison et cetera, là, je pense que pour construire une marque dans le temps, il faut absolument dominer ta niche. Donc il faut avoir Mmh. la niche ou le marché dans lequel tu es et être, 1, 2 ou 3. Et après tout le jeu là-dedans, c'est de s'assurer que, comme on en a parlé évoqué un peu, que tu es toujours au devant des nouvelles, trends, si tu veux. Et alors, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. Donc quand tu fais de l'électronique, c'est beaucoup plus compliqué parce que tous les trends émergent à Shenzhen, tu vois? Émergent en Chine et donc c'est compliqué pour en étant un vendeur ici, de comprendre ces marques, ces trends et cetera et bah, dans les premiers. Dans la cuisine, bah, c'est un peu plus simple parce que enfin, tu as beaucoup de trends émergent des consommateurs déjà et puis, Mmh. ensuite, je pense que les cycles sont un peu plus longs que ce que tu as dans l'électronique, donc c'est plus facile de comprendre. Tu vois? Si on a un business de bedding, tu vois? De drap de lit qui s'appelle Dreamcare, j'ai un des business de H, qui est plus ou moins stable depuis, 3 ans, heu, très profitable. Bon, il y a pas une très grosse croissance, mais c'est stable et profitable et tout le jeu là-dessus, c'est souvent, les couleurs, tu vois? Choisir les bonnes couleurs, chaque saison, on a quelques autres couleurs qui arrivent, qui nous permet de bah, déjà avoir un peu plus de marge parce que ces couleurs sont un peu plus chères et puis de rester, dans les tendances clients, tu vois? Et ça, bah, ça, c'est peut-être même quasiment plus simple de le faire quand tu es, dans le en dans le, enfin de manière effective et efficace quand tu as un ancrage, aux États-Unis ou qui est notre marché principal. Donc tu vois, ça dépend un petit peu. OK, et actuellement, est-ce que le plus gros succès pour vous, ça a été Boca ou pas? Ou Ah est-ce oui, qu'il ça y a c'est d'autres, clair, hein, c'est notre plus gros succès. Plus gros succès, c'est Boca.
on a 3 ou 4 marques, aujourd'hui, on a, des marques qui se dé Boca, aujourd'hui, c'est présent, tu vois, c'est un dentifrice qui, quand il a été racheté, ça faisait, 7 000 000 ou 8 000 000, je crois, de revenus. La marque, on va faire, on passe en run rate plus de 100 millions à la fin de l'année, Ouais, c'est incroyable, quoi. et Rien que sur on a Amazon, je suis sur Amazon actuellement sur listing et rien que sur Amazon, ouais, c'est ouais, déjà du 4 millions par mois, quoi. Alors qu'avant, c'était ouais, il y en 7 a millions par 2. an. Tu as 2 listings. Tu as le listing des enfants et puis tu as d'autres listings. Donc, on doit être à de l'ordre de 70 millions sur Amazon, à peu près. Ouais, c'est incroyable. Ensuite, on a un business, de retail. Donc, on est chez Walmart, CVS, Target avec Boca. On a un business D2C, on est sur TikTok Shop, et cetera. Les autres marques qui ont beaucoup de succès, c'est, Viking Revolution aussi, qui est une marque de Mmh. produits pour hommes, qui est en croissance depuis, 4 ans de manière très régulière. C'est moins explosif que Boca, entre guillemets, mais ils croient tous les ans à 15-20 par an depuis 5 ans, Et et Boca, et comment tu l'expliques? Vous avez fait quoi de particulier, pour, parce que, bah, ça arrive pas naturellement, ça on passe pas de 7 millions à 70 millions, et qu'est-ce qui a été effectué? non, alors après, il y a eu un mouvement de marché, on a bien accompagné un mouvement D'accord. de marché. Alors la marque, elle existe depuis 10 ans, mais elle a été rachetée parce que, c'est du dentifrice naturel qui a une alternative au fluor, et l'an dernier, il y a eu tout un enfin, il y a peu c'est pas l'an dernier, il y a sur les 6 derniers mois, 8 derniers mois, Mmh. avec, RFK aux États-Unis, il y a eu beaucoup de discussions D'accord. là-dessus qui a beaucoup mis en lumière notre marque. Mais au-delà de ça, on a, aussi beaucoup travaillé sur le marketing, le développement produit. On a lancé, par exemple, un dentifrice de whitening, il y a 2 ans et demi, qui cartonne et qui, permet de faire de l'acquisition client. Donc, je dirais c'est un peu des 2. C'est effectivement, on est, tombé sur un marché qui est en très fort développement, et puis, je pense qu'on a bien joué le coup, quoi, hein. C'est toujours un peu les 2. Non, c'est impressionnant et c'est mine de rien, s'il y a pas 36 000 exemples de ça, il y a quelques marques, Mighty Patch, par exemple, de Hero, qui a un peu Ouais, réussi avec à faire cette Joe. transition aussi. Ouais, Je sais pas si tu connais? si. Mais il y en a pas 36 Non, 000 il en y fait, en c'est assez intéressant en alors fait. ouais, alors aujourd'hui tu as quand même beaucoup de marques, qui se développent sur Amazon. Dude Wipe, Dr Squash, Mmh mh. hem, hem, beaucoup de, beaucoup de marques de compléments alimentaires se développent, Blum, tout ça se développe sur Amazon, heu et c'est Mais leur c'est vrai qu'il y a un canal peu de un thème quand même. Il développement y a un peu, principal. consommable, beauté et supplément. J'ai l'impression que c'est un peu les comme Oui, les alors, 3 je parle de ça ça, mais semble on bien peut fonctionner, on pourrait parler de Walla, par exemple, tu vois? Qui aujourd'hui, en hydration, c'est beaucoup, beaucoup développé, et fait de la compétition à Stanley, par exemple, et c'est un développement qui est beaucoup sur d'accord. Amazon. Effectivement, il y a aussi Simple Modern par exemple qui fait, enfin des chiffres, je crois ils font 200 millions par an, avec des bouteilles d'eau, qui est Tout à aussi, fait. assez impressionnant. Mais c'est quand même pas enfin je et comment tu l'as structuré ce fait d'aller en retail et tout ci? Parce que c'est des dynamiques totalement différentes et j'imagine que c'est des équipes totalement séparées. Est-ce que tu as Ouais, plutôt des ce gens sont qui avaient des, déjà fait ça avant? exactement, donc on a une personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle, Trish, c'est son nom, qui est basé à Minneapolis, et oui, dont c'était métier avant, et qui a, poussé toutes ces marques en retail. Effectivement, c'est quelque chose de très différent parce que le retail, tu dois, ce sont des lines, ce qu'on appelle les line reviews. Donc tous les ans, en fait, les retailers, discutent avec des marques potentielles, pour les amener dans leur assortiment. Alors la grosse différence depuis quelques années, depuis 1 ou 2 ans, c'est que, les retailers, donc Walmart, Target, un des critères principaux pour amener une marque chez eux, ils regardent le succès sur Amazon. Mmh. Donc, Intéressant. Viking, nous, comment est-ce qu'on pitch, Viking Revolution? Donc là, on va lancer Viking Revolution à Walmart en janvier, tu vois? Dans et quand tu regardes, si tu veux, la marque, tu vas sur, Amazon, c'est une marque, c'est un peu, rough, tu vois? C'est pas une marque qui a été développée par L'Oréal, quoi, tu vois? Mmh. Les logos, le packaging, et cetera. Et pourtant, c'est, tu vois que le marketing, il est pas encore complètement, il y a un peu de «travail à faire» entre guillemets, et pourtant cette marque, elle a énormément plu à Walmart parce qu'on fait, 50 millions sur Amazon, quoi, et parce qu'ils voient ça, ils voient qu'on a des best-seller badges partout, ils comprennent ça et ils nous disent: «Ouais, ouais, bah, on va tester Walmart», parce que, tu sais on va tester Viking. Une autre marque qui s'est lancée il y a 2 ans, c'était la marque de Dwayne Johnson, c'est Papa Oui.
mais Mmh. qui ne marche pas du tout, tu vois? Qui a des mauvaises reviews sur Amazon, qui marche pas sur Amazon parce que et donc les retailers regardent beaucoup, ce qui marche sur Amazon pour, sélectionner les nouvelles marques. Donc c'est en ça que en fait, déjà le pari qu'on avait fait, au moment de lancer Branded, est en train de se réaliser et c'est ça qui nous facilite les choses aujourd'hui. Et en plus, vous avez l'avantage, vous pouvez dire aux retailers: «On contrôle les prix sur Amazon». Donc on peut aussi on va pas s'amuser, du jour au lendemain à vous undercut ou à vous Tout à fait. j'imagine que vous cherchez à garder des prix stables et ça forcément c'est un argument de vente, Tout à fait, ouais, c'est important pour, les retailers, ouais. parce que nous on était rentrés chez Fnac Darty en magasin, mais on l'a fait je pense un peu à moitié et on l'a pas parce qu'en fait, on a tendance à penser: «On rentre en magasin, c'est bon». Non, il faut quand même animer le produit et justement les retailers je cherchent à voir quel effort, heu, tu là-dedans aussi et notamment là, le moment où on s'est fait sortir, j'ai senti en fait, c'est qu'on a refusé de payer pour une sorte une sorte de mise en avant, et en fait, j'ai compris quand qu'on a refusé de payer ça, c'était un peu bon, bah, OK, en fait, il y a un peu tout ce jeu-là aussi de je sais pas à quel point c'est le cas aux États-Unis, de dépenses marketing, mais je pense que ça doit être un sujet pour vous, j'imagine. Tout à fait, on prévoit ça là. Ce sont des dépenses qui généralement sont prévues à l'avance, tu vois? On dit: «Bah, on va dépenser tant des revenus en marketing». Ça, c'est prévu à l'avance. C'est pas du genre. Moi, je pensais que c'était optionnel, en fait. J'ai pas compris le jeu, en fait. Je pensais que si je voulais ou pas, mais non, en fait, ça fait partie du deal, en fait. Tout D'ailleurs, à c'est fait. un truc un peu agaçant des retailers, c'est qu'ils structurent leur deal de façon la plus compliquée possible avec des rebates dans tous les sens. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès d'essayer de rendre le truc un peu pas clair, mais c'est dur. Enfin, en tout cas, en Fang d'artiste, c'est dur d'avoir juste un prix simple et savoir, OK, c'est ça à la fin qui me restera, c'est pas Non, évident. Heu, c'est pour ça qu'un groupe comme, Essor fait du sens parce que tu peux mmh pas, comme on a une taille suffisante, en fait, on peut recruter des gens qui ont cette expérience, et qui vont gérer, ces discussions C'est avec ça des compliqué, retailers, ouais. tu vois? Quand tu as un seller, une marque qui fait, 20-25 millions de revenus, tu as pas forcément, la surface financière, suffisante pour te payer, quelqu'un qui va gérer ça. Donc si tu Est-ce intègres un groupe qui fait 400 millions, c'est différent. est-ce que du coup, votre modèle, maintenant, c'est presque un Procter& Gamble? En disant c'est un peu, vers là où vous voulez aller? Oui, alors après, il y a une grosse différence quand même entre, amener une marque, comme Boca, sur toute la planète et cetera. Donc je pense on va voir comment on fait. Mais oui, en fait, on est une sorte de Procter& Gamble, en tout cas pour incuber des petites marques Amazon pour les faire grossir à quelques centaines de millions. Et un Boca, ça les intéresserait totalement d'ailleurs. Est-ce que ça fait partie des possibilités plus tard de revendre certaines marques une fois qu'elles ont atteint une certaine taille? Parce que Oui, eux, ce alors serait parfait pour eux. surtout aux États-Unis, le marché est hyper Hein, hein. dynamique sur ce type de choses. Donc clairement, clairement, c'est quelque chose heu, qui, hem oui, qu'on va regarder, Et est-ce que vous achetez toujours ou pas? alors on vient de faire un achat, assez fort. On a acheté le portefeuille de Heyday Oui, forcément. il y a 1 an et demi, donc là, on est toujours en phase d'absorption. Heu, mais oui, on regardera, à horizon 1 an, 2 ans, le M&A. Parce que c'est intéressant, Il mais y a quelque actuellement, ce chose serait potentiellement la d'extrêmement, meilleure période pour acheter. ouais, il y a quelque chose d'extrêmement vertueux, dans le M&A sur comme on l'a expliqué pour une boîte qui a notre taille, tu vois? C'est parce qu'on Mmh mh. intègre on intègre, les marques, on a un certain nombre de leviers qui sont déjà dans la plateforme, qu'on peut exécuter immédiatement et qui vont, tout de suite, avoir un impact positif sur les marques. Alors après, le M&A, je pense que oui, il y a pas forcément beaucoup d'acheteurs, aujourd'hui. Après, nous, on se focalise, non pas pour acheter, cheap, mais on se focalise pour acheter des bons assets, tu vois? Donc c'est une vision un tout petit peu différente et souvent les bons assets, tu vas toujours les payer, avec un petit premium, ça c'est certain. Mais actuellement, si une marque rien que le fait que la marque soit principalement sur Amazon, je pense que c'est considéré comme étant une chose, enfin, actuellement, il y a plus personne qui achète juste pour ça. Et donc si vous avez capacité d'ensuite vous repérez que la marque, elle a un potentiel omnicanal, j'imagine pour vous, c'est un peu la logique, est Ouais, alors je assez, dirais pas ça, sur le que plus personne n'achète ça, hein. Je pense qu'il y a encore des transactions qui se font, mais après, c'est plus la grande période de ce «rasio» entre guillemets. Mmh mh. On veut vraiment que la marque ait un moat sur Amazon, Mmh mh. qui soit défendable, et qui ait un potentiel omnicanal. Tu vois? Donc des transactions, de ce type-là, je pense que ça se fait toujours. Mais
C'est pas, tu vois, on va pas il y a plus personne qui va acheter des draps de lit, non différenciés où tu es 5e sur la niche. Hem, non, plus personne fait ça aujourd'hui. Et tu considères quoi comme moat pour toi? Parce qu'il y a un truc que je pensais récemment, c'est qu'ils ont limité les reviews Vine et aussi il y a un taux de review organique qui est très faible. Maintenant, en gros, c'est 0,5 des acheteurs, laissent un avis. Et donc mine de rien, ça devient très compliqué de rattraper des listings à 10, 20, 30 000 reviews, en fait. Ouais, ça c'est Maintenant, clair. ça prendrait, faut attendre jusqu'en 2050, quoi. Enfin, ça fonctionne plus. Donc potentiellement, notamment ce produit un peu de commodité où les gens veulent être rassurés et veulent pas faire forcément acheter ce qu'il y a de nouveau. J'ai l'impression que c'est devenu un avantage assez conséquent maintenant. J'imagine pour vous, il y a le subscribe and save qui est aussi une forme de sécurité. Il y a quoi Ouais, d'autre qui rentre alors en il jeu? y a 2 choses. Il y a je pense que tu as des dynamiques très différentes entre les produits à commodité type, ce que tu retrouves, sur les tout simplement le produit fabriqué en Chine et les produits où Mmh. tu vois, consommables qui sont fabriqués en Europe. Je pense que aujourd'hui, tu as un effet sur Amazon où, tu as beaucoup de surcapacité industrielle en Chine. Donc tu peux Mmh. avoir des niches où tu as des usines qui viennent et qui déversent leurs trucs, en surcapacité et tu es face à des acteurs qui pratiquent des prix, où tu ne comprends pas quelles sont les économies, si tu veux. Parce que, enfin, Mmh. ils vendent à perte, tout simplement. Parce que enfin, c'est pas qu'ils Je vendent à pense perte, aussi beaucoup, c'est ouais, je pense qu'ils que ont une beaucoup vendent à usine qui perte. alors, en fait, je pense qu'il faut pas regarder ça C'est un comme à peu les 2. perte, c'est de dire, en fait, ils ont une usine qui est, Mmh. hem, Ils veulent faire qui est la faire «vide» tourner. entre guillemets, qui et il faut la faire tourner et donc Mmh. quand tu regardes ça dans cet ensemble, le fait qu'en plus ils ont des facilités de paiement généralement, c'est pas vraiment à perte, c'est juste que pendant un temps donné, ils doivent écouler ce stock et écouler ça et donc on voit ça et parfois ça va, ça vient. Donc on a déjà vu ça sur les niches. Donc ça, tu es toujours face à ça. Ça, je pense que c'est un phénomène qui est encore plus dur aujourd'hui que ce qui ne l'était il y a 3 ans, 4 ans. Hein, on voit des acteurs qui viennent, qui détruisent les prix, sur les niches et économiquement parlant. Après, c'est vrai qu'une fois que si tu as 100 000 reviews, tu as un produit qui est bien ranké, bah, si tu t'attaches à le faire évoluer en NPD, ouais, effectivement, c'est de plus en plus compliqué à te déloger. Ça, je pense que si tu as mais des bonnes opérations, c'est de plus en plus compliqué. Et après, sur les produits type consommables, c'est l'aspect, des trends, consommateurs. Tu vois? Tu as toujours, Mmh. le sérum pour la face, tu as toujours, tel et tel ingrédient et cetera. Il faut en permanence renouveler ton listing et ton produit. D'accord. Et juste pour me rendre compte, parce que forcément 400 millions, enfin quasiment 400 millions, c'est un chiffre énorme sur l'année. Mais par exemple, ça correspond à quoi est-ce que tu as le chiffre des ventes d'hier, par exemple? Oui, alors, hier, on a dû faire, 1,4 million, je pense. Faut que tu m'envoies un Heu, screenshot. Moi, ça serait assez, je le mettrai sur mon mur en inspiration, une journée à 1,4 million. C'est quand même, est-ce que des 1,4 fois million, tu te ouais, dis on a c'est fait quand un même des million chiffres quatre. qui sont totalement, ou tu tellement habitué que maintenant ça te parle plus trop? Hem, non, oui, on est habitué, mais ouais, on est content. Je pense qu'avoir une taille, qui fait 400 millions comme ce qu'on a, en fait, ça donne un effet d'échelle qui est suffisamment important pour pouvoir faire des choses intéressantes. C'est-à-dire que tu peux faire des Mmh. projets, recruter et cetera, et enfin, on peut faire déployer des ressources sur des projets qui sont assez intéressants. Donc c'est ça qui est plutôt, très, très sympa, en fait, dans l'effet d'échelle. Est-ce que Stan, tu as des questions? Est-ce que tu as des interrogations, ou tout est clair, tu as tout compris, au monde d'Amazon, Je t'ai laissé principalement driver l'interview parce que c'est toi qui connais plus sur Amazon. Généralement, je pose des questions un peu quand je comprends pas. Ou pour faire un peu la voix de l'auditeur et tout qui connaît pas tous les concepts. Je trouvais, Pierre, que tu avais été ultra clair sur tout ce que tu expliquais. Notamment, ce thème des agrégateurs, c'est un truc dont on a parlé plusieurs fois sur le podcast, avec souvent Paul qui expliquait en fait pourquoi ça n'avait pas marché pour eux. Et, euh, et donc l'hypothèse de Paul était souvent effectivement sur les opérations. C'était intéressant de voir que toi tu mettais l'accent sur les opérations. Et peut-être la différence entre les gens qui ont eu un point de vue financier et les gens comme toi qui ont fait de l'e-commerce pendant des années avant d'y arriver. Euh, Paul, c'est quoi ta vue là-dessus? Parce que j'ai l'impression que ici, un des éléments, c'est des choix différents sur les produits. Ce sur quoi tu as changé en fait sur les dernières années en termes de ta stratégie produit. Et l'autre élément, c'est le côté acquisition. Et c'est un truc dont tu n'as jamais parlé sur le podcast. Est-ce que c'est un modèle qui t'intéresse? Que finalement, je pense que tu aurais quand même l'échelle de pouvoir
lever de l'argent ou prendre de la dette et tout, et pouvoir potentiellement intégrer des marques à ton système opérationnel qui fonctionne. Est-ce que c'est un truc du coup qui te fait envie ou non? Euh, oui, ça me fait envie. Je pense avec les multiples actuellement, il y a beaucoup de cas où ça aurait du sens. Après, nous, on a quand même cet avantage, mais peut-être que je suis resté en difficulté, mais on est monocompte depuis le début. Et c'est quand même très très simple en fait. C'est très agréable d'avoir juste un compte. Tout est tout simple de ce point de vue-là. Et aussi avec les effets d'échelle, par exemple, l'effet d'échelle dans la due diligence en fait. Faire une due diligence, c'est très risqué parce que tu sais pas trop regarder. Quand tu as fait 30, 40, tu as beaucoup plus de Mhm. chances de ne pas faire d'erreur. Pareil dans l'intégration, quand tu fais ta première intégration, c'est là que tu prends le plus de temps, que tu fais le plus d'erreurs potentiellement. Et donc, en fait, je pense que c'est pas très intéressant de faire une ou deux acquisitions par là. C'est soit on le fait à une certaine échelle, soit on fait pas. Pour ce qui est de l'échelle, il y a le problème de financement en fait. Vu qu'on n'a jamais levé d'argent, on n'a jamais pris de dette, on n'a juste pas les moyens pour potentiellement acheter à échelle. Et aussi la taille des business. J'ai regardé pour acheter petit business, mais c'est ce que dit Pierre, c'est que si tu achètes un business qui fait 150 000 euros d'EBITDA, généralement d'ailleurs, c'est compté en SDI. Il y a le salaire du fondeur qui n'est pas compté dedans. Tu mets quelqu'un qui est à la tête, et au final, bon, tu effaces déjà une grosse partie du gain. Donc, ça nous intéresse, mais je pense qu'on n'est pas là, on n'est pas dans une position où on peut le faire actuellement. Parce que si tu achetais un truc à 150 000 euros d'EBITDA, tu paierais ça quoi? 300, 400, 500 000, c'est ça? 300, actuellement, on serait du 300, ouais. Mais ce qui, du coup, à ton échelle, n'a pas beaucoup de sens financier. Mais est-ce que, tu vois, si tu devais lever de l'argent, j'ai aucune idée de qu'est-ce que tu peux faire comme levier sur la structure que tu as, mais est-ce que tu pourrais prendre 5 millions de dettes ou est-ce que ce serait, tu penses, t'as pas assez de track Je, record je pense que avec c'est les très, très banques? dur. Tu penses que c'est dur? Peut-être Ok. Pierre sera avec moi, mais j'étais assez surpris que mine de rien, les taux d'intérêt étaient assez élevés. En tout cas, j'avais parlé avec c'est un calculateur qui me parlait entre du 10 ou 15% annuel. Et donc, 10 ou 15% annuel, il faut quand même pas se rater sur ensuite, faut être bon, quoi. Enfin, faut pouvoir dégager euh, de l'EBITDA et du cash flow. Euh, et, et donc, euh, et donc, actuellement, je pense on devrait payer très cher la dette parce qu'aussi, on a aucun collatéral. Enfin, on a notre inventaire, mais c'est pas valorisé à une très forte valeur. Je sais pas comment les évaluateurs l'ont fait exactement. Je sais que Thrasio, c'était un de leurs avantages au début, c'est qu'ils arrivaient à avoir de la dette assez peu chère. Mais je sais pas si ça continue ensuite. Alors, tu pourrais travailler avec ton banquier actuel, hein, qui connaît tes cash flows, etc., et qui pourrait être confortable vis-à-vis de ça. Donc, je pense que le plus simple, c'est de travailler avec ton banquier actuel. Je sais pas où ton entité À Hong Kong. à Hong Kong. Ouais. Après, aussi, le fait que je suis peu heureux, en fait. Je pense que je suis assez content, au final, de pas me mettre à risque. Et je pense que, encore une fois, c'est toute une question de niveau d'ambition que tu as. C'est que forcément, si tu veux arriver de. En fait, la comparaison est assez claire. C'est que nous, on a atteint 45 millions en 10 ans. Vous avez atteint 400 millions en 4 ans. C'est parce que, justement, vous avez eu cet effet de levier qui vous a permis de grossir beaucoup plus vite. Euh, et donc, après, c'est un choix un peu de. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à. Est-ce qu'on est prêt à. Et après, moi, je me suis dit, ça va être assez stressant d'avoir cette dette au-dessus. Mais en fait, ça fait partie du business, quoi. Exactement. Il y a peut-être un effet où si tu commences directement avec de la dette, de toute manière, la boîte n'aurait pas existé sans dette. Peut-être que pour toi, Paul, il y a ce côté de dire, j'ai pas envie de risquer tout ce que j'ai déjà construit sur quelque chose. Parce que finalement, la dette, elle porte sur tout, pas juste sur le business que tu as acquis, mais aussi sur le business que tu as déjà construit. Je pense que c'est un peu de ça. Ouais. C'est juste ça a correctement fonctionné pour nous et je suis pas si pressé que ça, donc en fait, ça suffit. Donc ton takeaway, ce serait de faire des consommables. C'est quelque chose sur lequel tu as déjà pas mal bougé sur les produits de beauté, je sais, depuis quelques années. On n'est pas ce produit de beauté, mais nous, on l'est de façon comment dire, par l'apport de service, en fait. C'est-à-dire que on a accepté qu'on n'avait pas la capacité, en fait, à développer des vraies marques. On n'a pas cette compétence en interne. Et donc, c'est beaucoup, on sort sur les trends qui arrivent, tu vois. Mais pas comme étant la marque dominante, mais comme étant la marque, bon, bah, on est un peu derrière, mais on est beaucoup moins cher. Et donc, on surfe un peu là-dessus. Ce qui est, encore une fois, ce qui est un modèle qui fonctionne. Je préférais si on pouvait aller marque dominante, mais encore une fois, c'est un jeu qui est beaucoup plus difficile pour moi que simplement lancer des produits et bénéficier de ces trends directement. Sur la question retail, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé. Toi, tu avais considéré que pour toi, ça avait souvent été une perte de temps d'essayer à la fois de développer la partie D2C et à la fois la partie retail. Tu as mentionné un peu la Fnac aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu évolues ou est-ce que c'est quelque chose où, comme pour l'acquisition, tu penses que c'est plus un focus qu'il faut avoir qui n'est pas le tien par rapport à la stratégie de Non, Pierre? actuellement, en interne, en gros, c'est on dit on veut être les meilleurs opérateurs sur Amazon au monde, et c'est la seule obsession, et fermer tout le reste pour l'instant. Parce que après, on va peut-être tenter des trucs, mais encore une fois, je pense qu'il faudrait qu'on recrute c'est un niveau de talent
pour démarrer ça chez nous et actuellement, on n'a pas ces personnes-là, quoi. Et ça fait 2 fois qu'on a des personnes qui ont des gros business Amazon et qui ne jurent que par le fait d'avoir des bureaux. Est-ce qu'à un moment donné, tu te vois évoluer là-dessus? Parfois, j'y pense. Parfois, j'y pense. Actuellement, ce serait trop compliqué. Mais là, on vient d'avoir notre très entreprise en Chine. Et il y a quand même une énergie, une effervescence dans des bureaux et un esprit d'équipe que tu retrouves pas en remote. Euh, et donc, euh, ouais, potentiellement à terme, à Chiang Mai, en Thaïlande, peut-être créer un mini bureau à voir. C'est peut-être compliqué, effectivement, de l'établir 10 ans après, quoi, parce que ça fait pas exactement partie de la culture d'entreprise. Les gens sont habitués à autre chose. C'est peut-être plus facile si tu commences directement avec cette vision. Je pense. Paul, t'as autre chose à mentionner ou est-ce qu'on a terminé notre épisode? Non, tout est bon pour moi. Est-ce que Pierre, tu as d'autres choses que tu voulais partager un dernier mot Non, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu partager. Merci à toi.